La réalité est que le monde arabo-musulman, on va dire, dans sa grande majorité, alors c'est évidemment pas tout le monde, mais dans sa grande majorité, je crois, est encore aux prises avec une idéologie suprémaciste, raciste et antisémite. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, on a l'habitude de vous interroger ici en tant que responsable du groupe des libéraux au sein du Likoud, mais là, on va, vu que le gouvernement n'est pas encore formé, on a l'air d'être encore loin de la formation de ce gouvernement, on ne va pas parler politique avec vous ce matin, mais on va parler, on va dire, atmosphère et relations entre le peuple juif, l'État d'Israël et le monde arabe. Parce que, eh bien, on le voit, on le constate, les témoignages sont multiples sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision israéliennes. On le voit, les Israéliens, les supporters israéliens ne sont pas apparemment les bienvenus au Qatar. Et dès qu'un Israélien s'identifie en tant que tel à Doha, en particulier autour des stades, eh bien, il n'est pas particulièrement accueilli les bras ouverts, à de rares exceptions, on va dire. Et cela a suscité de votre part un post très intéressant dans lequel vous relatez, votre relation avec vos amis, ceux qui étaient vos amis, on va dire, durant votre jeunesse, à Genève, dans votre école. Et puisque à cette époque-là, vous aviez fréquenté une école dans laquelle il y avait on va dire, des ressortissants de multiples pays arabes. Alors, ce post est en hébreu. Je voudrais que vous nous le résumiez en français et que l'on discute autour de cela. En fait, très simplement, moi j'ai grandi dans un immeuble, donc j'ai grandi à Genève en Suisse, et j'ai grandi dans un immeuble où à chaque étage, il y avait des familles arabes, à un moment ou un autre. Hein. Il y a aussi des gens qui sont venus, partis, etc. Mais on peut dire qu'en tout cas, à une certaine époque, il y avait pratiquement à chaque étage une famille qui venait du monde arabe. D'accord? Donc on avait des Libanais, on avait des Saoudiens, on avait des Algériens, euh, et peut-être d'autres encore. Et ils avaient des enfants, toutes ces familles avaient des enfants de mon âge, hein, plus ou moins. Donc moi j'avais en fait plusieurs très bons amis d'origine arabe avec lesquels j'ai grandi. Non, il faut comprendre, c'était des voisins. Donc c'est pas simplement, si vous voulez, des gens que je voyais de manière épisodique. C'est des gens que je voyais tout le temps et de manière extrêmement intensive, pratiquement tous les jours. Après l'école, on allait jouer ensemble, on faisait du foot ensemble, on allait au parc ensemble, on allait, j'en sais rien, voir des matchs de foot ensemble, on allait ensemble au cinéma, on était très copains, quoi. On se voyait vraiment, vraiment très, très, très régulièrement. Et puis pour moi, c'était complètement normal, quoi. J'ai jamais eu, de mon point de vue, jamais eu un problème particulier avec ça. Est-ce que Amir, il savait que vous étiez juif? Ah ben oui, de toute façon, bien sûr, tout le monde savait que j'étais juif, et puis il n'y avait pas de problème, donc ça se passait bien. Mais en fait, avec le temps, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a tout un tas de choses, on va dire, un peu qui choquantes. Alors, je vais vous donner quelques exemples, alors que j'ai marqué dans mon post en hébreu, donc sur Facebook, mais je vais donc les répéter en français. Par exemple, j'avais un ami. C'était une famille avec 4 enfants. Hein. Il y avait 2 garçons et puis 2 plus petits enfants qui étaient en très bas âge à l'époque. Mais moi, j'étais dans la classe aussi. J'étais pas seulement mon voisin, j'étais en classe avec un de ses enfants qui s'appelait Omar. Il avait un grand frère qui s'appelait Ahmed et on jouait tous les jours ensemble. Vraiment, on était les meilleurs copains possibles. Et une fois, sa maman disait à ma grand-mère, ah, mais vous savez, Madame Chaya, ma grand-mère s'appelait Madame Chaya, nos enfants sont les meilleurs amis, ils s'adorent, mais vous devez savoir, nous venons du Liban, et vous savez ce que font les soldats israéliens au Liban? Eh bien, ils ouvrent le ventre des femmes enceintes, ils mettent un chat dedans, et ensuite, ils referment le ventre. Alors, c'est évidemment complètement délirant. On pourrait évidemment tout à fait être en désaccord avec la politique israélienne au Liban et penser que c'était terrible que les Israéliens soient au Liban. Bon, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que les soldats israéliens ont ouvert le ventre des femmes arabes au Liban pour y mettre un chat dedans. C'est complètement fou, quoi. Et de nouveau, ce que j'avais précisé dans mon poste et que je vais vous dire maintenant, c'est que on n'était quand même pas, si vous voulez, dans une banlieue parisienne.
les Arabes qui vivaient dans mon immeuble, c'est pas le même genre. Je vivais dans un beau quartier de Genève qui s'appelle Champel, qui est un des jolis quartiers de la ville. La plupart de mes voisins étaient, disons, riches, voire très riches, dans certains cas. Euh, En tout cas, dans le cas des Saoudiens, les autres n'étaient pas forcément très riches, mais enfin, ils étaient quand même. C'était pas les classes moyennes inférieures, ni même, c'était les classes moyennes très supérieures, voire au-dessus. Donc, voilà, parce que c'était un beau quartier, un bel immeuble, et puis voilà. Donc, si vous voulez, c'est des gens éduqués, des gens qui n'habitaient pas dans le monde arabe, donc ils habitaient en Suisse, et qui donc étaient exposés à l'Occident et puis aux médias normaux, etc. Et malgré Et, tout, on voit cette attitude complètement délirante et antisémite, parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour décrire ça. Un autre cas que je veux décrire, c'était j'avais un voisin d'origine algérienne qui s'appelait Mohamed, qui était, je crois, un an plus âgé que moi, et avec lequel j'ai été voisin pendant de nombreuses années, depuis que j'étais très très jeune, depuis que j'étais un tout petit enfant jusqu'à l'âge de peut-être 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et alors on jouait aussi très régulièrement ensemble, on aimait beaucoup faire de jouer au Monopoly ensemble. Et donc moi j'étais au 6e étage, lui au 7e, on se voyait vraiment très très régulièrement, en tout cas 1 ou 2 fois par semaine, je dirais. Et voilà, ensuite il est passé d'un immeuble, il a déménagé, il a été je sais pas trop où, donc on a un peu perdu contact. Mais l'histoire que j'ai racontée dans mon poste, c'est que quelques années plus tard, on devait avoir peut-être, je me souviens plus exactement, 15, 16, 17 ans, quelque chose comme ça, euh, je le croise une fois un dimanche, alors qu'on est sur un terrain de foot, comme ça, dans la ville où tous les jeunes allaient jouer. Et puis on papote, j'étais content de le voir. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dimanche matin sur la télévision française, sur Antenne 2 à l'époque, hein, avant France 2, il y avait les émissions religieuses du dimanche matin. Alors, il y avait toujours à 9h l'émission musulmane. Ensuite, je crois, à 9h15, il y avait l'émission juive de Josie Eisenberg. Et ensuite, les émissions chrétiennes. Et il me fait, est-ce que tu as vu l'émission musulmane ce matin? Je dis non. Je regardais évidemment jamais. Et il me fait, ah ouais, le type qui parlait, c'est un juif. Je regarde comme ça, en me mettant un peu en arrière, je dis quoi? Il fait, oui, oui, il parlait comme un juif. Et puis, je me souviens plus exactement quel mot il avait dit en plus de ça. Mais j'ai encore, et cette histoire doit faire 30 ans, hein, parce que j'ai 47 ans maintenant. Donc, et ça nous résonne encore dans mes oreilles, si vous voulez, le mépris avec lequel il avait parlé de cette personne. Lui, il avait parlé, il pensait que c'était peut-être un juif qui s'était converti à l'islam, ou j'en sais rien, mais avec le mépris avec lequel il parlait de ce juif on sentait le mépris quand il disait le mot juif. C'était incroyable, c'était un ami ouais. d'enfance, avec lequel j'ai passé, je sais pas loin de 10 ans, depuis vraiment l'âge de 3 ou 4 ans. Et lui, il savait que vous étiez juif. Vous disiez à l'époque qu'il savait que vous étiez juif. Ah bah bien sûr, tout le monde savait que j'étais juif. J'ai jamais caché que j'étais juif. On était juifs. Tout le monde savait tout. Il y avait rien de. Mais c'est incroyable ces histoires. Et puis ensuite, une troisième histoire, c'est que j'avais aussi dans le même immeuble, au 8e étage, qui était l'attique, l'étage le plus grand, il y avait une famille saoudienne d'origine. La maman était d'origine, je crois, libanaise, mais le papa saoudien et les enfants étaient saoudiens. Qui sont aussi arrivés à Genève assez rapidement. Donc, on se connaît depuis que j'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans. On était restés très, très amis jusqu'à ce que je quitte Genève. C'est-à-dire, j'avais 23 ans, donc une bonne quinzaine d'années, hein. Et on était très proches de nouveau. On jouait régulièrement ensemble, pratiquement tous les jours après l'école. On aimait beaucoup, comme je disais, faire du foot ensemble. On était vraiment très, très, très proches, très amis. Et bon, c'était une famille extrêmement riche, extrêmement riche. Et alors voilà, c'était 3 frères. Le grand s'appelle Nawaf, le deuxième s'appelle Tarek, il a exactement mon âge, Tarek. Et le troisième s'appelle Karim, qui est un petit peu plus jeune. Mais enfin, on était toujours très très proches, très copains, et puis on s'entendait toujours très bien. Et le grand, alors il a fait une carrière ensuite assez impressionnante. Il a été à l'université à Georgetown et ensuite à Harvard. Et ensuite, il est devenu significatif, et il est encore dans le dans le Dans le régime saoudien. dans le voilà dans le gouvernement saoudien. Enfin, il a eu une position en tant que conseiller du roi, je sais pas trop quoi. Donc quand même quelqu'un de significatif, c'est donc d'éduqué, puis quelqu'un qui a grandi à Genève,
la majorité de sa vie, et puis qui était très très copain avec moi. Et il s'est trouvé, je sais, il y a 3 ans, qu'il y a eu cette histoire avec Abdallah Chatila, qui est aussi mon ami. Abdallah Chatila, vous vous en souvenez peut-être parce qu'il a été interviewé chez vous. Oui. Il sait que c'est un ressortissant suisse aussi, mais d'origine libanaise, chrétien d'ailleurs, qui a fait un acte extraordinaire il y a 3 ans, je crois en fin 2019, c'est qu'il a acheté à une vente aux enchères tout un tas d'objets pour plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, tout un tas d'objets qui ont appartenu à Hitler. Parce qu'en fait, il avait peur que ces objets soient achetés par des néo-nazis et deviennent en fait une espèce comment dire, D'objets de d'adoration. choses, voilà, de choses qui permettront aux néo-nazis de maintenir le souvenir comme ça, comme une espèce je sais pas comment dire ça en français, mais comme une espèce de tombeau, de mausolée comme ça, Oui. à la gloire d'Hitler, voilà. Donc il a acheté ça, il l'a donné Au ensuite Yad il l'a Vashem. donné en cadeau au Keren Hayesod pour qu'il le donne au Keren Kayemet, au Keren Au Hayesod, Keren pardon, Hayesod, Keren pour qu'il le Hayesod. donne ensuite à Yad Vashem, et donc il est venu en Israël exprès, il a été reçu chez le président, enfin on lui a fait tout un tararame qui était justifié, parce que voilà, il faut savoir que c'était vraiment un acte extraordinaire, et puis Abdallah est quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment, il est d'une gentillesse inouïe. Alors, il est très très loin de tout ce qu'on peut toucher à la fois au racisme, à l'antisémitisme. C'est vraiment un Alors, type fantastique à tous les niveaux, individuellement, au niveau de comment il se comporte, au niveau de ce qu'il croit. C'est un type fantastique, vraiment. Et 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 votre ami et saoudien? pardon. Et voilà, donc je me permets de le dire parce que voilà, c'est quelque chose que Abdallah a dit lui-même, c'est qu'il a reçu de beaucoup de monde des messages de haine venant du monde arabe, et en particulier de mon ami saoudien, de Nawaf. Ce qui est incroyable de nouveau, parce qu'il ne s'agissait pas ici, on peut avoir de nouveau un désaccord avec la politique israélienne, c'est tout à fait légitime, mais c'est pas de ça Oui. qu'il s'agissait là. Il a acheté des objets qui appartenaient à Hitler, ça n'a rien à voir avec Israël, je veux dire, ou avec les Palestiniens. Et pourtant, malgré tout, il y a eu cette réaction de haine à son égard de la part de votre ami saoudien. Voilà. Amir, quand vous nous racontez tout cela, quand on voit ce qui se passe pour les supporters israéliens qui sont au Qatar, qui ne sont pas particulièrement les bienvenus, quelles sont les conclusions que vous tirez de ce qui se passe, de cette relation que vous avez eue avec vos amis arabes et qui aujourd'hui vous tournent le dos et vous ont tourné le dos, il faut le dire, à partir du moment où vous avez bien entendu décidé de faire votre alia, c'est-à-dire quelles sont les conclusions que vous tirez de cela? Les conclusions sont assez simples. Vous savez, j'ai pas découvert l'eau chaude. J'ai simplement fait part de mon expérience personnelle, mais indépendamment de mon expérience personnelle, je crois que la réalité, malheureuse, hein, c'est très triste, mais la réalité est que le monde arabo-musulman, on va dire, dans sa grande majorité, alors c'est évidemment pas tout le monde, mais dans sa grande majorité, je crois, est encore aux prises avec une idéologie suprémaciste, raciste et antisémite. D'ailleurs, c'est pas seulement contre les Juifs. Hein. Les Juifs sont probablement les victimes numéro un, mais ce ne sont pas seulement les Juifs. Je veux dire, il ne faut pas oublier non plus que le Moyen-Orient, il y a encore 100 ans, était un endroit où il y avait une très forte minorité chrétienne. Dans la plupart des pays du Moyen-Orient, les chrétiens ont été majoritairement chassés ou sont opprimés. Donc c'est pas, et pas seulement, et d'autres minorités aussi. Donc c'est pas seulement contre les Juifs, mais c'est évidemment d'abord et avant tout les Juifs, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc je pense que le monde arabo-musulman, le monde musulman en fait, parce que c'est ça la réalité, est aux prises avec un antisémitisme terrible, avec un racisme terrible, et en fait, et voilà, il y a une idéologie suprémaciste de haine que des gens qui sont différents. Et je pense fondamentalement, pour ce qui nous touche à nous, que la paix, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la véritable paix avec le monde, avec les Palestiniens, puis avec le monde arabe dans sa majorité, ne sera possible véritablement que lorsqu'ils se seront libérés de cette idéologie de haine et de suprémacisme racial et religieux et ethnique et je sais pas quoi. Donc, parce qu'on peut pas véritablement avoir des relations normales avec des gens qui méprisent ceux qui sont différents, qui ont encore cette idée, comme il y a dans l'islam, de la dima, où les dhimmis, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, sont des minorités tolérées pour autant qu'ils vivent sous
coupe des musulmans et sous la domination des musulmans. Donc, c'est des citoyens de seconde zone à peine tolérés. C'est ça le statut des juifs et des chrétiens d'ailleurs dans l'islam, dans le Coran. Donc ça, et c'est ça le problème. Ils doivent se libérer de cette idéologie, de ces concepts, ils doivent avancer. Alors ils sont encore un peu dans le Moyen Âge, un peu beaucoup dans le Moyen Âge, les musulmans. Il faut qu'ils passent à l'ère moderne. Et je pense que tant ils n'auront pas fait eux ce passage, ça va quand même être extrêmement compliqué pour nous d'avoir des relations normales. Et donc la conclusion de ça, pour les Juifs de manière générale et pour Israël en particulier, c'est que nous devons être forts. Nous ne devons pas montrer de la faiblesse parce que ça va inviter l'agression du monde musulman envers nous. Donc nous devons être forts, nous devons être résolus, nous ne devons pas reculer et puis nous devons attendre parce que c'est pas que la paix est impossible. Peut-être qu'elle viendra un jour, mais ça risque de prendre très très longtemps. Et ça ne dépend pas que de nous, ça ne dépend surtout pas de nous. Nous sommes un facteur secondaire dans cette histoire. Les gens qui doivent prendre leurs responsabilités, qui doivent changer, c'est l'autre côté en fait, qui doivent adopter, on va dire, des critères plus occidentaux de tolérance et d'acceptation de l'autre. Et tant que ça ne viendra pas, malheureusement, le conflit ici ne disparaîtra pas. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant donc de votre jeunesse et de vos fréquentations à l'époque avec des jeunes arabes musulmans donc à Genève et des conclusions que l'on tire dans le contexte actuel dans lequel on voit effectivement qu'à Doha, eh bien au Qatar, d'une manière ou d'une autre, les Israéliens supporters ou journalistes ne sont pas particulièrement bien accueillis, même s'il y a des exceptions, il faut bien le remarquer, c'est pas une généralité, mais on va dire, c'est le sentiment général qui est dominant actuellement. Merci beaucoup, Amir, d'avoir accepté de témoigner, de nous avoir livré votre leçon de vie, on peut dire, de votre expérience avec ces jeunes arabes musulmans durant votre jeunesse à Genève. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Daniel. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.